Bonjour à tous, nous allons démarrer. Alors, aujourd'hui au programme, nous allons vous parler de ClickSense et de deux disciplines connexes à ClickSense aujourd'hui, que sont la Data Science et le Cloud. Petite information pratique, le webinaire va durer environ 45 minutes. Vous pouvez vous poser vos questions avec le panneau de chat et on répondra à ces questions après la présentation plutôt qu'au fil de l'eau. Alors, on va vous parler des valeurs ajoutées du cloud et de la data science dans un contexte ClickSense. On démarrera ensuite par un focus sur la data science et on enchaînera avec le cloud. Et on répondra, comme je vous disais, à vos questions par la suite en fin de webinaire. Alors, valeurs ajoutées. L'idée, en ajoutant effectivement des possibilités de cloud et data science, c'est vraiment d'ouvrir un champ de possibles phénoménal avec ces disciplines, et on va voir comment. Alors, pour commencer, la data science, c'est effectivement avec ClickSense une association à forte valeur ajoutée. En fait, il faut voir ça comme une activité supplémentaire qui va permettre à deux types de collaborateurs d'aller plus loin dans le travail effectué aujourd'hui. Pour les data scientists, en fait, c'est-à-dire ceux qui développent les algorithmes destinés à manipuler la donnée, il s'agit d'un moyen pour mettre en avant les travaux au sein de l'entreprise, en exploitant les capacités de data vise agiles de ClickSense. Les data scientists sont en effet amenés à restituer leurs résultats de leurs travaux en utilisant des moyens qui se révèlent parfois peu efficaces. La visualisation peut être considérée comme un maillon un peu faible de la partie data science. Avec Click et l'agilité de ClickSense typiquement, on va pouvoir mettre en valeur ces travaux de façon beaucoup plus évidente et de façon beaucoup plus agile. Pour les décideurs, c'est aussi un moyen d'aller beaucoup plus loin dans les analyses en exploitant le travail qui est réalisé justement par les data scientists. On va pouvoir prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Et donc, combiner les deux, ce qui est aujourd'hui accessible, c'est vraiment se donner un avantage concurrentiel énorme par rapport à une éventuelle concurrence. Pour ce qui est du cloud, c'est un sujet très à la mode. La BI ne résiste pas à l'effet cloud. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce au cloud, on va pouvoir mettre en œuvre des projets BI de façon beaucoup plus rapide. On va pouvoir bénéficier de caractéristiques de haute disponibilité. On va pouvoir bénéficier de l'élasticité du cloud, cette capacité du cloud à réagir, à s'adapter à des pics de charge. Et puis, on aura une meilleure maîtrise des coûts dans un contexte tel que celui-là. Alors, pour démarrer avec la data science, on va d'abord un peu déflorer le sujet pour éclairer, pour vulgariser. C'est un terme qui est très à la mode, mais il n'est pas forcément bien connu de tous. On a parmi les participants aujourd'hui à ce webinaire des data scientists, bien entendu, et on a aussi des gens des directions de métier, et peut-être que ces personnes-là ont été moins exposées à cette discipline, donc on va essayer d'être aussi didactique que possible. Ce qu'on peut déjà se dire, c'est que dans data science, il y a data, il y a la donnée, la notion de donnée, et l'importance que cette donnée a peut être rapidement expliquée par une tirade de Bill Gates qui dit que la façon la plus significative de vous différencier de vos compétiteurs, c'est de faire un travail exceptionnel avec l'information, autrement dit avec la donnée. Donc je vais laisser Marianne Bouissier, data scientist chez Kerus, vous présenter la suite de cette exposition de la data science. Bonjour à tous. Du coup, sur la partie data science, comme le disait à juste titre Manu, on est vraiment sur l'essence même de la data. Aujourd'hui, les données, on en a de plus en plus. Les données sont générées par des machines. Elles constitueront 42% de l'ensemble des données en 2020 contre 11% en 2005. On est vraiment sur une phase aujourd'hui d'expansion. On récupère de plus en plus de données avec tout ce qui va être système d'IoT, avec tout ce qui va être internalisation, les capacités de stockage qui sont de plus en plus importantes. Et donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une masse de données numériques qui est assez impressionnante. Là, vous avez ici des indicateurs clés qui permettent de vraiment juger en fait de la volumétrie qu'on a aujourd'hui à disposition. Par exemple, selon les estimations d'ici 2020, il pourrait y avoir 4 fois plus de données numériques que de grains de sable dans le monde. Des jeux de données disponibles, on en a de plus en plus, notamment sur des plateformes, comme par exemple la plateforme Open Data, avec des données qui sont... mais elles sont très peu exploitées à date
dans les entreprises. Pourquoi? Par manque de connaissances, par manque de moyens ou par manque de compétences techniques. Du coup, la data science a vraiment cette vocation-là à détecter une valeur ajoutée. L'usage de la data science, c'est vraiment transformer les nouvelles opportunités en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous avez vraiment de la donnée numérique qui peut être transformée en éléments, en indicateurs qui vont pouvoir vous faire avancer sur vos prises de décision, en détectant des signaux au sein du déluge de données. La data science est une discipline scientifique qui fait partie de la globalité de ce qu'on appelle, nous, la data intelligence. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous connaissent potentiellement toute la partie BI, Business Intelligence, tout ce qui est ETL, Reporting, tableau de bord, dont Clixsense fait partie, ou fait plus partie de la partie peut-être Data Discovery à la limite. Il y a la partie Information Management sur tout ce qui est Data Quality. Il y a la partie Data Discovery, Clixsense en fait partie. Vous pouvez visualiser, préparer, faire du storytelling. Et il y a la partie Data Science. Qu'est-ce qu'on englobe dans Data Science? On englobe tout ce qui va être statistique, data mining, text mining, machine learning, et on parle même aujourd'hui de deep learning. Tous ces 4 éléments-là font partie de la data intelligence, c'est-à-dire qu'on va faire parler la donnée sur un socle qui peut être un socle classique ou un socle big data. Le big data reste un moyen technologique à disposition de la data intelligence, mais vous pouvez faire de la data intelligence sans avoir du big data. Ça ne vous empêche pas de faire de la data science, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez sous les yeux là une frise un petit peu avec l'évolution, l'histoire de la data science. La data science, c'est pas nouveau, ça date des années. Ce qui est nouveau, on va dire que c'est plus la technologie qui nous permet aujourd'hui d'accélérer et d'aller de plus en plus vite et de mettre à disposition ces data science pour tout le monde. Donc là, vous avez quelques exemples. Je vous laisserai lire un petit peu la frise. Donc par exemple, on a en 1950 Alan Turing qui crée un test pour déterminer si un ordinateur possède une réelle intelligence. On passe après sur les premiers programmes d'apprentissage. Puis ensuite sur tout ce qui va être réseau de neurones, qui est très utilisé. On parle après d'algorithmes de plus proches voisins. On va ensuite avancer dans le temps avec de l'apprentissage basé sur de l'explication. Apprendre avec les mots, tout ce qui est text mining. Commencer à travailler, à challenger tout ce qui va être ordinateur. On parle par exemple de l'ordinateur qui bat le champion du monde d'échecs. On commence à parler de deep learning, etc. Donc tout ça c'est du wording, mais derrière en fait, la technique est créée depuis très longtemps et aujourd'hui ce sont des moyens qui nous permettent d'aller encore plus vite et de la dupliquer et de la mettre à disposition de n'importe qui. Aujourd'hui le travail du data scientist, ça va être quoi? Il va avoir une grosse phase au début d'analyse des données. Le contenu, la signification, c'est-à-dire se familiariser avec votre écosystème à vous. Le deuxième point est ultra important, c'est la préparation des données. Suppression, normalisation, acquisition de données supplémentaires. Donc là, on est vraiment sur une phase qui va conditionner le modèle. On dit souvent que le data scientist passe 70 à 80% de son temps à préparer les données. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de mettre en forme la donnée pour après la donner à manger à un modèle, pour vulgariser beaucoup le processus, pour pouvoir modéliser. Et on revient éventuellement sur une phase de préparation, on enrichit éventuellement avec de la donnée. On a vraiment tout ce cycle qui est très itératif. L'objectif, c'est d'avoir un jeu de données propre pour pouvoir mettre en place un modèle qui va être pertinent derrière. Et l'objectif après, c'est de présenter les modèles à l'entreprise qui soient actionnables. On n'est pas sur de la recherche pure et dure, on est vraiment sur de l'applicatif. L'objectif, c'est qu'on mette en place des modèles qui soient intégrés dans votre écosystème, c'est ce que fait Clixsense aujourd'hui, pour que vous puissiez l'utiliser au quotidien. Aujourd'hui, la partie data science, on la trouve partout. Souvent, on va nous demander quels sont les cas d'usage. Les cas d'usage, vous en avez partout parce que l'essence, c'est la data. Donc la data, il y en a sur toutes les thématiques. Marketing, production, commerce, transport, finance ou encore santé. Dès qu'on a un gisement de données, on peut potentiellement travailler de la modélisation derrière, modulo les typologies de données que vous avez en amont. Si on regarde le marketing, par exemple, la connaissance client générée par les big data est tellement affinée qu'on peut aujourd'hui personnaliser la communication. Ça vous est sans doute déjà arrivé d'avoir une offre de promotion qui correspond exactement à ce que vous cherchez. Je cherche un nouvel ordinateur et je vais avoir des offres de promotion qui vont être liées à un achat d'ordinateur. On est sur une phase ici de
de marketing et donc du coup de proposition du bon produit au bon moment à la bonne personne. Sur la partie production, on est beaucoup sur l'amélioration de processus, économiser les ressources. Qu'est-ce qui est coûteux chez nous? Comment est-ce que je peux mieux gérer mes stocks? L'idée, c'est de vraiment avoir une meilleure vision pour être assez réactif et pour pouvoir anticiper certains points. On peut passer aussi sur la partie commerciale, optimiser l'agencement d'un produit. Ça a été les bases du data mining. Essayer de mieux organiser un magasin en fonction des tickets de caisse. Ça a été un des premiers cas d'usage qui a été mis en avant et dans les livres de data mining, c'est souvent celui qu'on va retrouver. Ils avaient mis à l'époque des couches à côté des bières, ça a fait augmenter tout le chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que le samedi après-midi, aux États-Unis, il y avait souvent match. C'était monsieur qui était chargé d'aller chercher les couches pour les enfants et en profiter pour se prendre une petite bière à côté. Voilà. On a aussi tout ce qui va être dans les transports, optimiser les trajets, la fréquence des véhicules, accroître le taux de remplissage. Tout ça, c'est des problématiques aujourd'hui que vous avez avec un ROI palpable derrière qui peut être vraiment amélioré par des services de data science. La partie finance, donc c'est plutôt classique, déterminer des risques de comportement, révéler des fraudes. Et sur la partie santé, on est vraiment sur une médecine de plus en plus préventive et personnalisée, essayer de mieux comprendre les patients pour leur proposer des conseils et des traitements qui sont vraiment appropriés. Au niveau des modèles qu'on utilise, là je ne veux pas vous faire peur parce qu'on a tout type de population derrière, mais il faut savoir qu'on a chez nous des catégories. Donc ça peut aller de la segmentation, on va regrouper des gens qui se ressemblent. Par exemple, je parlais des patients tout à l'heure, ça peut être essayer de regrouper des personnes en fonction de leur âge, en fonction des symptômes qu'ils vont avoir, en fonction de différents critères, pour essayer de les mettre dans des populations similaires et se dire, si eux ont les mêmes critères, potentiellement ils vont réagir pareil à un traitement. Les séries temporelles, on le verra un peu plus tout à l'heure, l'idée c'est plus de comprendre ce qui s'est passé, des ventes par exemple, dans le passé, essayer de voir un petit peu est-ce qu'il y a des mois où j'ai plus d'achats que d'autres, pour essayer d'anticiper un petit peu ce qui va se passer le mois prochain. On voit par exemple sur la courbe d'exemple qu'on a toujours un peu ce même schéma qui se dessine et qui est de plus en plus gros. Donc on a une tendance qui évolue en termes de volume et qui a quand même une courbe qui est relativement similaire. Donc on peut anticiper ces ventes. Derrière l'anticipation des ventes, on peut anticiper plein de choses. Potentiellement les ressources qui sont allouées derrière. Ça peut être les stocks, ça peut être énormément de choses comme ça. La partie classification, c'est plus scoring là en l'occurrence, l'idée c'est de définir la probabilité qu'une action devienne réalité. C'est-à-dire que dans le passé, par exemple, j'ai des gens qui ont acheté un produit que j'ai proposé. Ces gens-là, ils ont des caractéristiques particulières. Une nouvelle personne qui arrive chez moi, je peux potentiellement évaluer la probabilité qu'il a de faire cet achat-là en fonction des différents critères qui ressemblent aux acheteurs. L'analyse sémantique est plus liée, elle, par exemple, à la partie textuelle. Aujourd'hui, vous avez tous énormément de données textuelles qui sont enregistrées, des comptes rendus, ça peut être des mails, ça peut être plein de choses comme ça, mais vous n'en faites pas spécialement grand-chose. C'est une donnée qui est très compliquée quand on n'a pas les techniques derrière à utiliser. Nous, on utilise des algorithmes de text mining, on appelle ça, qui vont nous permettre, par exemple, très vite, de résumer un texte, de rattacher sur, mettons, vous avez 5, 6, 7 textes différents et essayer de détecter quelle est la tendance de chacun, est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il y a une thématique qui ressort. Ça peut être très pratique aujourd'hui si vous avez, par exemple, des clients qui vous envoient des mails parce qu'ils ne sont pas contents ou suite à une livraison ou autre, essayez d'identifier qu'est-ce qui revient régulièrement chez vous et quels sont les points à améliorer. Et on a également aussi tout ce qui va être analyse de réseau, où là on est plus sur des connexions entre les gens en fonction des interactions qu'on peut avoir. On parle beaucoup d'analyser les influenceurs, si je pense à des réseaux qui sont très connus comme du Facebook ou du LinkedIn ou autre, ça nous permet de voir quelles sont les personnes qui sont le plus rattachées aux autres, les différentes communications, dans quel sens est-ce qu'elles vont, pour essayer de comprendre un peu plus ce modèle-là de communication, sachant que les réseaux peuvent être utilisés aussi sur d'autres usages, notamment sur les transports. Vous allez d'un point A à un point B, votre voisin va d'un point A à un point B à un point C, etc. Ça permet d'optimiser et de comprendre les relations qu'il va y avoir entre les différents éléments. Donc là, ces parties-là, j'ai essayé de vulgariser un petit peu les différentes techniques qu'on va utiliser. C'est propre à chaque data scientist. On connaît toutes ces techniques-là et on va avoir un petit peu nos modèles préférés et nos usages. Comment est-ce qu'on va l'implémenter aujourd'hui, par contre, dans votre entreprise? Aujourd'hui, vous avez un besoin identifié,
ou alors vous avez même besoin qu'on vous accompagne sur l'identification de ce besoin-là. Vous voulez essayer de mettre en place du prédictif, ou par exemple, on va prendre les ventes tout à l'heure. Moi, j'ai besoin de mieux connaître mes ventes pour mieux appréhender, je ne sais pas trop comment faire, etc. La première étape, d'un point de vue projet, ça va être de comprendre votre besoin. Quelles données est-ce que vous avez à disposition? Est-ce qu'elles sont propres, oui ou non? Est-ce que je peux les regarder, etc. Donc, il y a une espèce d'audit qui est fait, une appréhension du data scientist. Compréhension du besoin, c'est la première phase. Récolte et compréhension des données. On va aller soit se plugger chez vous, soit récupérer un jeu de données pour regarder un petit peu ce que vous avez à disposition. On va les préparer, c'est-à-dire que nous, par exemple, pour mettre en place un modèle de prévision, on a besoin que ce soit sur une colonne, que tous les éléments soient ordonnés, etc., pour pouvoir appliquer nos algorithmes. Donc on va travailler un petit peu cette partie-là. Il y aura peut-être des données manquantes ou des choses comme ça qu'on va essayer d'agréger, qu'on va essayer de calculer. Ensuite, on va mettre en place un ou des modèles. Le data scientist, il a un petit peu dans sa sacoche plusieurs typologies de modèles qu'il peut appliquer. Et il va pouvoir dire, celui-ci est éligible, celui-ci aussi, celui-là aussi. Je vais en tester peut-être 3 et essayer de trouver quel est le plus performant. Il va mettre en place ces modèles, évaluer, regarder un petit peu quels sont ceux qui sont oui ou non pertinents par rapport à ce que j'ai. Comment est-ce qu'il va évaluer cette pertinence-là? Il va caler le modèle il y a quelques mois et regarder ce qui se passe sur le mois en cours et se dire, super, si il y a quelques mois j'avais eu ce modèle-là, j'aurais vraiment pu prédire cette bonne phase-là. Donc c'est un petit peu le processus de création du modèle. Une fois que ce modèle est créé, on est un petit peu en mode lab, parce qu'on tâtonne un petit peu, on fait des allers-retours, on avance, on essaie de trouver celui qui est le plus pertinent. Une fois qu'il est défini, ça y est, on a la spec, on sait le modèle qu'on veut implémenter, et du coup, on peut l'intégrer et le déployer dans des outils comme dans ClickSense par exemple, ou sur vos plateformes en fonction de ce que vous avez à disposition. On est sur la phase là d'industrialisation. Ok, merci Marianne pour avoir introduit ce sujet passionnant de la data science. Donc maintenant, on va faire un focus sur l'intégration de cette discipline avec Qlik, avec en particulier ClickSense. Et donc, avant de rentrer dans le sujet très concrètement, quelques petites présentations. D'abord sur Kerus. Kerus est une société internationale avec plus de 2500 collaborateurs, plus de 220 millions de chiffres d'affaires déployés dans 15 pays. Le cœur de métier historique de Kerus, c'est la data, avec la partie BI, la partie ETL. Donc Kerus, c'est construit un savoir-faire assez unique dans tout ce qui touche à ces secteurs-là, mais aussi dans les architectures Big Data, dans la data science. À titre d'exemple, Kerus a fondé avec l'école polytechnique la première chaire de data science pour former les experts de demain. Aujourd'hui, si on devait résumer donc le métier de Kerus, qui s'est diversifié également vers le management et la transformation des entreprises et l'expérience digitale, ce serait de résumer en disant que le métier de Kerus, c'est d'aider les entreprises et les organisations à se transformer d'un point de vue digital en adhérant à une approche data-driven pilotée par la donnée. Quelques précisions également sur notre relation avec Qlik. Qlik et Kerus, c'est une longue histoire. Kerus a été le premier partenaire à signer un contrat mondial avec Qlik. On est parmi les tout premiers, si ce n'est le premier intégrateur en France de Qlik. Ça nous permet de travailler de concert avec Qlik sur des projets stratégiques, d'être toujours au fait des dernières évolutions de produits, ce qui est le sujet typiquement de ce webinaire. On a en interne un centre de compétences Qlik. Donc un centre de compétences, ça veut dire quoi? Ça veut dire un pool permanent d'experts et de consultants qui travaillent sur des projets de façon industrialisée, que ce soit au forfait ou en mode agile, en forfait ou en régie chez les clients. On assure également la TMA de nombreux projets QlikView et ClickSense. Quelques rappels encore, désolé pour les introductions, mais ça peut servir parce qu'on a parmi les participants des gens qui sont data scientists et qui ne sont pas forcément au même niveau de connaissances que les gens qui sont déjà clients ou qui vont devenir clients de Qlik. Donc sur Qlik, c'est un leader mondial de la BI, c'est un fleuron du logiciel, environ 40 000 clients dans le monde, donc c'est une base installée tout à fait gigantesque. Hein. Quand on parle de clients, on ne parle pas d'utilisateurs finaux, hein. Les utilisateurs finaux, c'est beaucoup plus encore. Plus de 700 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2016. Qlik est devenu privé en 2017, donc on n'a peut-être pas les chiffres exacts, mais on est sur le même ordre de grandeur.
Pour parler du produit ClickSense, c'est la plateforme analytique de Qlik dite de nouvelle génération. C'est une évolution naturelle de QlikView qui reprend le meilleur de QlikView, à savoir son moteur in-memory et sa rapidité d'exécution, qui récupère également tout ce qui est bien entendu l'expérience associative. Donc là, c'est un petit peu difficile de résumer en quelques instants, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les utilisateurs de Qlik en général ont un comportement plutôt addictif. On est vraiment sur une des solutions logicielles du marché qui rencontre un succès quasi unanime auprès des utilisateurs. On est vraiment sur des gens qui adorent la solution plutôt que des simples utilisateurs. On a la notion de client satisfait sur Qlik n'existe pas. On a une intuitivité qui est poussée à l'extrême avec cette solution, avec une approche dite self-service. Donc l'évolution QlikView, on peut la retrouver ici. Le storytelling qui permet de mieux partager ses découvertes auprès d'un groupe d'utilisateurs. Et puis on a des évolutions également pour aller encore plus loin dans les analyses avec par exemple le serveur GeoAnalytics qui est une option pour traiter de la donnée géospatiale, et Nprinting par exemple pour faire du reporting statique, envoyer des PDF, envoyer des PowerPoint sur la base des analyses qui ont été fabriquées, dites Pixel Perfect. Voilà pour les introductions et de Kerus et de Qlik. Donc si on devait résumer l'offre de Qlik aujourd'hui, en fait elle va bien au-delà du produit historique QlikView et de ClickSense. On a vraiment une gamme qui est complète avec encore une fois le reporting Pixel Perfect, les évolutions, les capacités d'analyse géospatiale. On a également une offre de services à la demande, de données à la demande, de data market, qui permet d'intégrer des données dans les applications Qlik de façon très simple, sous forme d'abonnement. On a une multitude de connecteurs qui permettent d'intégrer de la donnée, que ce soit fichiers, databases, mais également web, également environnements sociaux tels que Twitter ou Facebook. Donc on a vraiment une plateforme qui est complète, et d'ailleurs on parle de plateforme, à savoir qu'on peut utiliser la technologie Qlik de façon embarquée dans des applications d'entreprise qui vont au-delà simplement de l'application d'une application SaaS. Une autre façon de décrire la richesse de cette offre, c'est de décrire les cas d'usage en fait. Donc on va pouvoir faire encore une fois du reporting institutionnel statique avec Nprinting. On va pouvoir faire des analyses guidées où l'utilisateur final a une liberté d'action assez importante, mais néanmoins limitée en termes de création de nouveaux rapports. On va pouvoir faire la data vise avancée. On va pouvoir également développer des algorithmes. Et là où on va trouver Advanced Analytics Integration, AI, dont on va parler aujourd'hui, eh bien c'est sur ces analyses très avancées, on va pouvoir intégrer ce qu'a présenté Marianne, c'est-à-dire des cas d'usage qui sont orientés prédictifs, prescriptifs, optimisation, etc. Tout ce que fait aujourd'hui Data Scientist. Donc comment est venu le développement d'Advanced Analytics Integration, qui est le sujet du webinaire, de la partie Data Science du webinaire? Eh bien c'est en fait une réponse concrète aux besoins des clients. On a trois cas d'usage trois demandes qui se dessinaient de la part des clients et prospects de Qlik. Tout d'abord, on avait des clients qui avaient déjà investi de nombreuses heures de développement ou fait d'époque ou fait des investissements dans la data science et qui se demandent comment mieux tirer parti de ces investissements en couplant l'agilité de ClickSense pour la partie restitution avec ces analyses avancées. On a enfin des gens qui se demandent si Qlik peut convenir dans le cadre d'analyse avancée. Et puis on a des gens qui commencent à aborder des sujets data science avec par exemple de la détection de fraude, la prévision d'affluence, la prévision des ventes, et qui aujourd'hui voudraient savoir si Qlik peut répondre à ce type d'usage. Le gain apporté par Advanced Analytics Integration, on peut le résumer de deux façons. On va avoir, encore une fois, les data scientists qui vont concevoir des modèles et qui vont les rendre accessibles à un plus grand nombre d'utilisateurs dans l'entreprise. Typiquement, ça va être au service des décideurs qui vont pouvoir utiliser dans le contexte, encore une fois, de l'exploration associative, qui est un des points forts de la solution Qlik, les algorithmes développés par les data scientists. Un gros point fort également, c'est que ces analyses vont être calculées et visualisées du coup en temps réel, encore une fois dans le contexte de l'exploration associative, au fur et à mesure qu'on explore et en fonction du contexte sélectionné. Un petit peu plus techniquement parlant,
AI, ça permet l'échange direct de données entre le moteur in-memory, donc très rapide de clic, et les moteurs externes tels R ou Python. Donc ça va être possible à la fois lors de l'analyse, lors de l'exploration, mais aussi au chargement des données. Lorsque les données sur lesquelles on veut calculer les algorithmes prédictifs, par exemple, sont plus volumineuses, on le fait plutôt au chargement des données. Ça utilise le modèle associatif de clic, donc on est en train de transmettre les informations qui sont pertinentes en fonction du contexte. Ce qu'il faut également retenir, c'est que c'est une intégration qui est complète, qui reste compatible complètement avec le reste de l'environnement clic, à savoir les expressions, toute la syntaxe de langage de clic, et les bibliothèques d'objets de ClickSense et de ClickView. Click a mis à la disposition de ses clients et prospects deux connecteurs, R et Python. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces développements sont mis dans la communauté sous forme open, donc ils peuvent être enrichis, ils peuvent être supportés par la communauté, et puis on peut construire éventuellement, si on a des besoins particuliers, sur MATLAB, sur Spark, on pourrait tout à fait imaginer de construire des connecteurs supplémentaires, puisque la plateforme est ouverte. Donc comment ça marche de façon interactive, hein, il y a deux modes. On peut tout à fait déclencher des algorithmes de data science finalement lors de l'exploration et au chargement des données. Si on s'attache à comprendre ce qui se passe au niveau interactif quand on explore la donnée, eh bien sur une action utilisateur, on va avoir un objet clic qui va envoyer à l'hypercube, donc qui est l'objet côté serveur qui représente la liste la sélection active. On va envoyer les informations de contexte nécessaires au serveur clic, qui lui-même va les relayer via un connecteur au langage du moteur sous-jacent, donc typiquement le langage R ou Python, et le moteur va exécuter la tâche en question, envoyer ça au connecteur, à l'hypercube, et on va en fait réalimenter les objets clics, les objets graphiques notamment, avec les données de contexte et les nouveaux calculs. Donc on est vraiment sur un enrichissement de la syntaxe clic, et on reste complètement compatible avec l'interactivité de clic, c'est l'élément fort à retenir de cette interaction. Donc encore une fois, on bénéficie complètement des avantages de clic, l'aspect in-memory, donc la rapidité d'exécution. On va visualiser instantanément les résultats de ces explorations et on va du coup pouvoir affiner et mieux comprendre ce qui se passe en exploitant des algorithmes avancés. Donc c'est un gros avantage, c'est que par rapport à ce que disait Marianne, on est en mode forcément itératif quand on crée un modèle. La partie préparation de la donnée est un enjeu très fort des projets de data science. On doit itérer pour construire et choisir les bonnes données, souvent enrichir la donnée. Et ClickSense peut être un outil fort complémentaire, puisque grâce à l'exploration qui est très dynamique, on va pouvoir faire une partie de ce travail-là de façon interactive dans l'outil. Une autre façon de déclencher des traitements sur des technologies type R ou Python, c'est de le faire au chargement de la donnée. Quand on charge la donnée dans ClickSense, on fait appel à un script de chargement. À ce moment-là, on peut tout à fait, de façon cette fois-ci asynchrone, déclencher des traitements côté R par un mécanisme qui est très similaire en termes de flux. On va déclencher une action qui va être transférée au connecteur, le moteur tiers va exécuter un traitement, renvoyer les informations enrichies, et du coup on va enrichir cette fois-ci le data model avec des données qui vont faire partie intégrante ensuite du data model et qui vont être accessibles pour le reste de l'application. Si on regarde d'un point de vue un petit peu plus technique, encore une fois, on a des petites spécificités. Typiquement, quand on intègre, le connecteur qui s'intègre avec le langage R est constitué de deux modules principaux, le SSER plugin, Server Side Engine R plugin, et puis on a le moteur, l'environnement R classique qui doit fonctionner. Par défaut, on a des ports, tout ça c'est bien entendu changeable, et on reste sur quelque chose de très simple. On va avoir deux services supplémentaires qui vont se mettre à tourner en plus des services clics classiques. Et de la même façon, quand on s'intègre à Python via AI, on va avoir cette fois-ci simplement le moteur Python qui va tourner sur un autre type de port, et on va appeler ce serveur avec des Google RPC. Donc on est sur quelque chose de très simple à mettre en œuvre. L'installation est extrêmement facile et ça discute très très bien.
Pour les entreprises qui auraient déployé AI, on va se retrouver avec finalement une répartition des actions qui va être la suivante. On va avoir des développeurs qui vont pouvoir construire et personnaliser des extensions et des connecteurs, tels ceux mis à disposition par clic. Ces développeurs vont pouvoir se mettre à contribuer à des projets open source pour enrichir ces connecteurs. On va avoir les administrateurs qui vont pouvoir, en plus de leurs actions classiques, je dirais, déployer et sécuriser ces extensions et ces connecteurs. On va avoir les data scientists qui, en plus de ce qui a été fait auparavant, vont pouvoir du coup soutenir le développement des applications ClickSense avec ces analyses avancées. Et puis on va avoir les business analysts et les utilisateurs qui vont pouvoir créer des applications ClickSense et bénéficier des travaux opérés par les data scientists avec ces algorithmes avancés. Alors, sans revenir sur tous les cas d'usage qu'on peut imaginer, vous voyez de vous-même, j'imagine que le champ des possibles est grandement augmenté avec l'intégration de la data science dans ClickSense. Les cas d'usage qu'on peut retrouver, effectivement, sont extrêmement nombreux. La prévision de la demande, avec une meilleure gestion, par exemple, des stocks et de la trésorerie. On peut avoir, dans le domaine de la santé, des prévisions d'admission des patients. On sait que ça, c'est un enjeu très fort dans la santé. Il faut à la fois avoir de la place libre dans les hôpitaux, par exemple, et en même temps gérer au mieux les budgets, puisque les centres de santé sont sous pression. Pour les telcos, par exemple, c'est également la rétention des clients. Pour les services financiers, ça peut être l'analyse du risque. Le secteur public, typiquement, ça peut être la prévention de la criminalité. Au niveau des retail, ça peut être tout à fait l'analyse du panier moyen et de la prévision de ce panier moyen. Ça peut être l'analyse fine des zones de chalandise, des ventes croisées, l'upselling ou le cross-selling. Pour les laboratoires, ça va être typiquement les statistiques avancées sur les zones géographiques que sont les UGA. Pour l'énergie et les utilities, par exemple, ça va être également un petit peu comme dans le monde des telcos ou de l'assurance, la rétention client ou les analyses de pic de consommation. Donc voilà pour une présentation de la solution d'un point de vue et métier et technique. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire une démonstration et un cas d'usage de prédiction. Donc on va exploiter encore une fois ClickSense et AI pour faire une prévision. Alors on vous a choisi un sujet un petit peu divertissant, la vente de vélos. L'idée, c'est de faire un focus sur un cas très didactique, bien entendu, mais vous allez comprendre tout l'intérêt du couplage de la data science avec cet univers, et vous pourrez extrapoler avec votre univers à vous. Alors, on est sur l'analyse des ventes d'une société qui fabrique des vélos. On a du coup une répartition des ventes, on a une carte, ici on a une vue très synthétique de l'activité, on a les ventes globales, on a le prix moyen, donc on est sur des vélos plutôt un peu chers, haut de gamme. On a les ventes moyennes par magasin, puisqu'en fait on est sur un modèle B2C, avec pour clients ici de cette marque des magasins, et on est sur un panier moyen finalement un peu supérieur au prix moyen. Ça veut dire qu'on a souvent du coup des magasins qui ne vendent pas un seul vélo d'un coup, mais plusieurs pour leurs différents clients. On a des vélos en aluminium, on a des vélos en carbone, donc on voit à peu près qu'il y a autant de vélos qui sont vendus d'un type que de l'autre, et on a des mountain bikes et des vélos de route. Si on regarde par contre les ventes des vélos en carbone, on voit qu'on a beaucoup plus de chiffre d'affaires réalisé sur ces vélos-là, c'est normal, ce sont des vélos plus haut de gamme. Et sur la vente de vélos, encore une fois, on a du coup une répartition sur le territoire que vous reconnaissez, qui est les États-Unis. On a les chiffres de vente globaux, on a un prix moyen, donc encore une fois on est sur des vélos plutôt haut de gamme, on a le chiffre d'affaires par magasin moyen, donc on est sur un modèle B2B2C, avec du coup un chiffre d'affaires qui est cumulé. On a un panier moyen, ce qui traduit le fait qu'un magasin commande souvent plusieurs vélos d'un coup. On a une répartition entre les vélos de type carbone et aluminium qui est celle-ci, sur le nombre de vélos vendus, et on a une répartition également entre les mountain bikes et les vélos qui est celle-ci. Si on regarde par contre le chiffre d'affaires pour les vélos en carbone, on voit qu'il est beaucoup plus élevé, la partie noire sombre, la partie grise sombre, c'est normal, donc ces vélos sont plus haut de gamme, et de la même façon, on a un peu plus de
de vélos, je crois que c'est assez identique entre le mountain bike et les vélos de route. Ce qui est intéressant de voir déjà, c'est qu'on a ici, si on regarde l'évolution des ventes, on va voir déjà plusieurs choses. On va voir qu'on a tous les ans une vente qui est plutôt forte, un cycle de vente avec des ventes qui sont plutôt élevées en début de saison, avant l'été, et puis un faiblissement sur la fin. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit que la période de Noël, par exemple, n'a que très peu d'influence. En revanche, ce qui est vraiment déterminant, c'est le printemps, c'est l'été, là où les gens doivent planifier finalement leurs activités et leurs bonnes résolutions tardives. Ce qu'on peut constater, donc, c'est qu'on a cette périodicité des ventes, et en même temps, l'année précédente a été plutôt très bonne, mais on a eu un creux il y a 2 ans. Donc, on a eu un creux il y a 2 ans, c'est pour la première fois pour cette compagnie depuis très longtemps, et donc ça pose un petit problème, c'est-à-dire que l'année dernière a été très bonne, mais elle a été très incertaine, il y avait pas mal d'inquiétudes, et du coup, on se dit, ça serait pas mal d'utiliser des techniques modernes pour essayer de prévoir les ventes, pour pas se retrouver dans la même situation où finalement, certes, on a bien vendu, mais on était assez inquiet, on savait pas du tout prédire ni la fabrication, ni les stocks, ni du coup la trésorerie, et donc on voudrait éviter de reproduire ce genre de mécanisme. Typiquement, ce qu'on veut éviter, c'est de se dire, ok, l'année dernière a été bonne, et donc on va mettre le paquet, parce que si on regarde le cas de figure d'il y a 2 ans, on pourrait être beaucoup trop optimiste et se retrouver avec des stocks ou la fabrication beaucoup trop importante. Donc si on fait appel à un algorithme de data science, typiquement les algorithmes de prédiction, on va pouvoir en fait de façon très simple, à l'intérieur de ClickSense, eh bien, prévoir les ventes de façon un petit peu théorique. Il ne s'agit pas de retirer le pouvoir de décision des gens qui sont ni au marketing, ni à la fabrication, etc. pour continuer à fabriquer des bons vélos. On est d'accord, c'est un outil complémentaire pour aller de l'avant et se donner un avantage concurrentiel. On va prévoir les ventes sur l'année qui vient. Donc ici, je vais pouvoir en fait jouer. Peut-être les couleurs, donc du coup sur le gris, c'est ce qui s'est réellement passé. Et du coup, le vert, c'est la courbe qui est prédite. Donc ça veut dire que c'est le modèle qui a ressorti cette courbe-là. Ça veut dire qu'au début de la courbe verte, c'est comme si on n'avait pas les informations du réel. Et l'objectif, c'est d'essayer d'anticiper ce qui va se passer sur l'année 2014 en prenant en compte l'année 2013. Tout à fait. Donc là, j'ai juste mis un mois de prédiction. On voit que les courbes sont à peu près confondues. Il y a un petit travail qui est fait sur les ventes. C'est-à-dire que la donnée, les ventes réelles, c'est la courbe grise. On a un petit peu lissé de façon à avoir quelque chose qui est un petit peu plus rationnel. Et puis, on a effectué la prédiction sur cette courbe un petit peu lissée, et c'est cette courbe qui est en vert. Donc, si on veut prévoir les ventes sur les 12 mois à venir, typiquement l'année à venir, eh bien, on voit que automatiquement, en faisant simplement jouer ce curseur, eh bien, on recalcule les ventes. Et ce qu'on voit, c'est assez intéressant, puisque effectivement, le modèle mathématique qui reprend l'historique de la donnée, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en fait, effectivement, l'année dernière était bonne, mais moi, ce que je prévois, d'un point de vue purement mathématique, c'est une année qui va se situer on va être un petit peu mieux qu'il y a 2 ans, et on ne sera pas exactement au niveau d'il y a 3 ans. Donc finalement, si on veut avoir une bonne gestion, et prévoir la fabrication et les stocks et la trésorerie, eh bien on a intérêt à être finalement plus prudent et pas se baser uniquement sur cette année dernière qui a été une réaction très forte à la baisse d'il y a 2 ans, et néanmoins on a intérêt d'être un petit peu entre les deux. Et on voit que ces chiffres-là de prédiction, eh bien, on les a dans un tableau, et donc on peut tout à fait imaginer de faire un export Excel de ces données et donner ça au département fabrication, etc. pour déclencher les commandes, l'approvisionnement en matières premières, etc. Et comme on est sur des vélos qui sont de 2 types, typiquement, l'aluminium et le carbone, eh bien on peut dire, ok, c'est bien beau, mais moi je voudrais faire un focus par exemple que sur le carbone, parce que mon fournisseur de carbone, eh bien c'est pas le même que mon fournisseur d'aluminium, et donc je vais refaire ma sélection, et on voit que la courbe réagit à cette sélection. Donc on est sur quelque chose qui est complètement interactif, donc on ne perd pas tout l'intérêt de ClickSense et de ClickView, qui est de réagir en permanence aux sélections d'utilisateurs pour pouvoir explorer la donnée et faire du travail très fin. Voilà, donc voilà, sur ce cas d'usage, j'espère que vous aurez compris la puissance de cette association
Bien entendu, ici on parle de produits sur un secteur d'activité bien précis, mais on aurait pu parler de produits d'assurance, de produits bancaires, on aurait pu parler de services. C'est un exemple de prédiction qu'on va pouvoir réutiliser à volonté et on peut également élargir à toutes les disciplines qu'adresse la data science. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, encore une fois, on répondra à ces questions après la séance. Je vais juste revenir sur la présentation. Alors, quelques petits points clés avant de passer la main à Nicolas. Très important, aucune licence additionnelle n'est requise pour utiliser AI. Ça supporte ClickSense et ClickView. C'est quelque chose qui est stable puisque c'est déjà disponible depuis plusieurs mois. On est sur une extension serveur spécifique. Hein, c'est une capacité de la plateforme ClickSense de pouvoir développer des extensions non seulement côté client mais côté serveur. Ça peut bien entendu s'appliquer à tous les usages data science puisqu'on va pouvoir appeler les librairies, que ce soit Python, que ce soit R ou celles que vous mettrez vous-même à disposition. Et puis les scripts sont évalués par le moteur tiers, donc on a une répartition de la charge entre le moteur ClickSense et le moteur sous-jacent qui va être utilisé. Voilà, Nicolas, je vais te passer la main. Très bien, merci Manuel. Donc on va parler un petit peu maintenant de cloud et de Qlik. Déjà avant de commencer, le cloud, comme l'a dit Manuel, c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps et c'est une réalité, puisque une récente étude a montré que là, en France, on va avoir un petit peu plus de la moitié des entreprises, donc 52%, qui envisagent cette année de migrer une partie de leur infrastructure dans le cloud. Voilà, c'est une vraie réalité et c'est un vrai besoin, le cloud aujourd'hui. Donc moi, je vais vous présenter une offre qui est actuellement en version alpha au sein du KDC, donc qui est le centre de delivery Kerus. La solution est en version alpha parce qu'on a encore quelques petits ajustements à régler, mais elle va être très très rapidement disponible. Donc, on va avoir une offre de déploiement de Qlik dans le cloud. Notre offre, elle ne sera pas en mode SaaS, donc système software as a service. On sera plutôt sur une architecture infra as code. C'est-à-dire que vous n'aurez pas accès uniquement qu'à une console web ClickSense, mais vous aurez accès directement à la machine en bureau à distance, vous pourrez y déposer des documents, etc. Donc le premier jet de la solution est hébergé chez AWS. On fera une version sur Google et Azure par la suite. À préciser quand même que AWS et Azure permettent d'héberger les données en France. Voilà, on a déjà des data centers qui sont disponibles en France. On va utiliser des services managés dès que possible. Qu'est-ce qu'un service managé? Ça va être tout simplement le cloud qui va détecter si le service est en défaut ou non. Si le service est en défaut, à ce moment-là, on arrête le service et on le redémarre de manière entièrement automatique, ce qui permet d'avoir de la haute disponibilité. À quoi va correspondre notre architecture? Alors déjà, ce qu'on veut, c'est passer d'une architecture monolithique, donc faite d'un seul bloc, à une architecture plutôt évolutive et clusterisée. Donc évolutive, on va pouvoir ajouter des briques. Clusterisée, on va dire segmenter les différents services. Cette architecture, elle est intégrée dans une démarche DevOps, dans le sens où on va pouvoir, du coup, la partie exploitation et la partie développement vont travailler main dans la main. Pour arriver à ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser Terraform pour le provisionnement accéléré de ressources, un modèle toujours uniforme. Donc Terraform, c'est l'outil qui va nous permettre de provisionner les machines sur le cloud, de créer notre couche réseau et d'installer Qlik directement sur nos machines. Point important,
l'installation des ressources AWS, donc la partie réseau, la partie machine et ClickSense, est réalisée de manière entièrement automatique. Donc, il n'y a pas d'action manuelle de notre part sur ces parties d'installation. On va faire un focus maintenant un petit peu plus sur la partie architecture, en scindant un petit peu la partie architecture réseau de la partie architecture click. Je commence par l'architecture réseau. Déjà, premièrement, la première brique qu'on pose, et c'est très important de le dire, c'est un VPC. Donc, c'est un cloud privé qui est sécurisé. Donc, toutes vos données seront hébergées dans ce cloud privé. Sur ce cloud, bien évidemment, il faut pouvoir accéder aux données, que les utilisateurs puissent interagir avec. Seul le serveur proxy, donc le proxy c'est le web server de Click, sera accessible depuis Internet. Voilà, les autres serveurs qui hébergent les données en tant que telles, eux ne seront pas accessibles depuis Internet et seront sécurisés. Les différentes instances EC2, donc EC2 qui est la partie cloud computing d'Amazon, elles pourront bien évidemment dialoguer toutes entre elles. Et enfin, on provisionne Amazon RDS, donc Amazon RDS pour Relational Database Service, qui va nous permettre d'externaliser le repository ClickSense. Donc la partie configuration de ClickSense est externalisée, ce qui nous permet d'avoir de la haute disponibilité, de pouvoir faire des sauvegardes à chaud, etc. Ça, c'était rapidement sur l'architecture réseau. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail de l'architecture ClickSense en tant que telle, nous, dans un premier temps, on met à disposition une architecture en laquelle on croit, nous, et qui sera bien évidemment évolutive. Cette architecture, on l'a prévue de base sur 4 machines différentes, à savoir le serveur proxy, donc qui est le web server avec lequel directement l'utilisateur va interagir et va communiquer, qui est le seul serveur qui sera exposé directement sur Internet. Ce proxy, lui, va communiquer avec un nœud central. Le nœud central, lui, est sécurisé. Et avec un moteur qui va calculer les données. Et à ces 3 machines-là, on a rajouté, nous, à côté, un nœud de rechargement qui nous permet d'éviter que les utilisateurs pâtissent des rechargements d'applications et que, du coup, grâce à ça, on va pouvoir effectuer des rechargements en cours de journée pendant que les utilisateurs utilisent l'application et eux ne ressentiront pas on va dire, de manque de performance à ce moment-là. À savoir que ici, c'est une architecture de base, qui va arriver de base, mais on va pouvoir paramétrer le nombre de serveurs proxy. Si je veux plusieurs web serveurs, bien évidemment, je peux en paramétrer autant que je veux. Je peux rajouter des nœuds de rechargement si j'en ai envie. Je peux rajouter des nœuds de calcul si j'en ai envie. Et ça de manière entièrement transparente et automatisée. C'est ça qui est très important de dire, c'est qu'on va être vraiment sur une architecture évolutive et automatisée. Les avantages, pour résumer un petit peu sur cette offre, qu'est-ce que ça va être d'avoir un nouvel environnement de manière assez rapide. En moins d'1 heure, on va avoir créé notre couche réseau, donc tout notre cloud privé, avec les différentes briques à l'intérieur. On aura provisionné le repository ClickSense. On aura provisionné toutes les différentes machines qu'on aura paramétrées. Et très important, on aura installé ClickSense dessus et ce sera prêt à l'emploi directement. À savoir en plus que le changement de configuration des machines, donc la puissance, est-ce que c'est des machines de dev, de prod, etc., se fera uniquement en modifiant un fichier de configuration. Ce qui est pratique aussi, quand on va utiliser le cloud, c'est que sur AWS, par exemple, on va avoir des instances qui seront optimisées pour la RAM, optimisées pour le calcul. Ça va nous permettre d'avoir des machines directement optimisées pour les besoins de Click.
Et enfin, on aura une facilité de provisionner des machines, donc pour faire des POC, pour faire des tests de montée de version. Et ça, c'est super important, c'est qu'on va pouvoir se dire, bah ok, ma prod, actuellement, elle est faite sur cette architecture-là. Et ben, je vais dupliquer cette architecture automatiquement et je vais pouvoir faire un test de montée de version de ClickSense sans impacter ma prod directement et en faisant un test à côté sur un réseau complètement séparé et qui va nous permettre donc de vérifier qu'on n'a aucune régression sur notre nouvelle version. Et toujours très important avec la même structure et fiabilité. Voilà, ça c'est un peu le résumé de l'offre qui va très très vite arriver sur la partie cloud. Et on arrive au moment tant attendu du coup des questions-réponses. Je crois qu'il y a déjà quelques questions sur la partie analytics. Oui, tout à fait. Alors, on va répondre à quelques questions et puis si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas également à nous les adresser par mail. Donc, on va les prendre dans l'ordre. Alors, la première, c'est est-ce qu'on peut le faire juste avant. Donc, de Monsieur Lamarie qui demande si on peut faire de la data science dans les études de marché. La réponse est oui. Nous, on travaille sur des études, on peut faire de la récupération d'informations sur un tel bien précis, faire des analyses en fonction d'une thématique. Là, ça reste assez vague comme définition, mais oui, on l'a déjà fait, même pour certains clients, on a mis en place toute une application avec, sur ce client-là, par exemple, c'était analyser le marché de l'emploi. Et donc, du coup, on avait fait toute une phase de récupération d'informations d'affichage avec un outil de DataVis et avec toute une partie aussi prédictive où on avait intégré du coup de l'analytics derrière. N'hésitez pas à nous écrire un peu plus personnellement pour qu'on travaille un peu plus votre sujet, mais dans tous les cas, je ne vois pas du tout d'inconvénient à travailler sur ce genre de thématique. Ensuite, peut-on collecter les données Big Data extérieures au SI de l'entreprise, par exemple les données de réseaux sociaux? Alors oui, tout à fait, c'est pas forcément avec la partie AAI, c'est avec la partie connectors de l'offre Click. En fait, Click a racheté l'an dernier une société, il y a 2 ans, une société qui s'appelait QV Source, et aujourd'hui, dans son portefeuille, déjà en plus de ces connecteurs natifs, une multitude de connecteurs qui incluent des connecteurs typiquement réseaux sociaux, Twitter, Facebook, qui vous permettent de ne pas réinventer la roue pour se connecter à ces environnements-là. Et il y a effectivement des web services pour ces réseaux sociaux et certainement que ces connecteurs. Voilà. Et ces connecteurs utilisent certainement ces web services d'ailleurs. Petite remarque de Monsieur Paul G. Oui, on est revendeur Click, donc on fait la promotion commerciale de Click, mais c'est parce qu'on adore Click aussi. On ne se force pas. Donc encore une fois, toutes nos excuses pour le petit temps d'attente tout à l'heure pour la démo. La prédiction est faite en utilisant une moyenne des années précédentes. Oui, tout à fait, la prédiction se base justement sur les années précédentes. Ça n'est pas forcément une moyenne, c'est un algorithme qui s'appelle Holt Winters, qui peut prendre en compte les saisonnalités, comme dans l'exemple qui était celui-là. Et les tendances. Et les tendances. Sachant que donc toute cette partie-là, vraiment de prédiction, quand vous dites plus la date de prédiction est lointaine, moins la prédiction est fiable, j'imagine, tout dépend en fait de votre donnée et du contexte dans lequel vous êtes. On peut être sur des modèles chez des clients où justement on est sur un modèle au jour, à l'heure, à la minute. On est parfois sur des modèles qui sont un peu plus macro et ça dépend complètement de votre contexte et de la typologie de données que vous avez. Donc là, le travail du data scientist, ça sera aussi de bien regarder et de bien définir après quelle technique est-ce qu'on peut utiliser, sachant que des algorithmes de prévision, il en existe énormément et que du coup, c'est vraiment toute une thématique, les séries temporelles, qui est à travailler et notamment à jongler sur tout ce qui va être saisonnalité, tendance et autres. Tout à fait. L'extension AI est-elle disponible sur ClickBranch? En fait, elle est disponible sur le lien que vous amenez sur GitHub. Je pense que ça fait partie, je ne peux pas vous dire si c'est sur le ClickBranch ou sur Click, mais sachez que c'est accessible en téléchargement avec tout ce qui est doc associé, bien entendu, pour l'installation, pour l'utilisation. Sans coût, sans surcoût, je précise, je le reprécise. Les connecteurs sont-ils mis à disposition gratuitement?
Bonne question. Il y a des connecteurs qui sont gratuits et des connecteurs qui sont non gratuits. Et en ce qui concerne les connecteurs pour les réseaux sociaux, les web connecteurs, je crois qu'ils sont effectivement gratuits. Partie prédiction, les ventes de vélos sont sûrement corrélées à la météo aux Jeux Olympiques. Comment ces données sont-elles intégrées dans le modèle? Alors, c'est une bonne question, parce qu'en fait, effectivement, j'ai dit en remarque qu'il ne s'agit pas d'arrêter de fabriquer des bons vélos ou de faire du marketing. En fait, c'est toute chose égale par ailleurs. Les algorithmes de prédiction vont apporter un outil complémentaire aux décideurs. Il ne s'agit pas de remplacer le décideur complètement, hein, bien entendu. Non, mais si on veut par exemple rajouter des données de météo ou des données des JO, par exemple, si on anticipe qu'il y a eu un impact ou quelque chose qui a été fait, on peut complètement le faire. C'est-à-dire qu'on peut récupérer la météo, regarder un peu les impacts que ça va avoir sur les ventes. Et l'idée là, c'est de regarder la météo, mettons, des années précédentes, avec potentiellement la température moyenne sur le jour, le mois, en fonction de la granularité à laquelle on va travailler le modèle. Et c'est des choses qu'on peut intégrer, on a déjà fait pour nos clients. On a par exemple modélisé l'énergie dépensée en fonction de la météo derrière. On peut avoir énormément de choses qui peuvent rentrer en compte. Et les événements comme les JO, ça c'est un événement qui peut avoir un impact et qui peut être intégré. Donc la manière dont on l'intègre pour toute la partie météo, on peut récupérer via des API justement la météo sur la granularité qui est demandée. Sur la partie JO, par contre, ça va être plus construire potentiellement un petit fichier à plat avec les dates des JO et le notifier, le rentrer dans le modèle et le prendre également en compte sur la modélisation. Ça nous amène à un autre sujet qui est finalement la segmentation ou le scoring, de constituer des modèles où en fait on va regarder quels sont les facteurs qui influencent les comportements. Typiquement, on pourrait injecter les dates de JO ou d'autres événements, la météo, les températures par exemple, et déterminer si finalement la température ou les JO ont une influence dans un modèle. Ça, c'est des choses qui sont faites régulièrement. Voilà, je crois qu'on a terminé pour les questions qui ont été posées. N'hésitez pas du coup à nous poser... Manuel, je crois qu'il y avait une question sur est-ce qu'il est possible d'utiliser du coup Click sur Mac? Ah oui, on a... Pardon. Actuellement, installer Click sur Mac, c'est actuellement pas possible. Je ne sais pas si c'est prévu chez Click ou pas. Par contre, à savoir que ClickSense, qui fonctionne forcément sur un serveur Windows, lui après est accessible via du coup du web. Et il n'y a aucun souci de plateforme après derrière pour accéder au site web de ClickSense. Bien, merci à tous. Je pense qu'on a répondu aux questions posées. Très bien. Merci à tous pour votre assiduité et n'hésitez pas encore une fois à nous contacter sur l'email qui est indiqué ici, contact@keyless.com. Bonne journée à tous.